La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast. Allô, ici Antoine Guillot. Ravi de vous retrouver, chers auditeurs, pour une saison 3 de Comment ça va le monde. Le principe, vous le connaissez, reste le même. Un invité, un axe de réflexion et des heures de discussion pour laisser place au développement de la pensée, pour se laisser guider par la frénésie des expériences, des connaissances et des analyses. Cette saison, nous la passons en compagnie de Joël Bordet, psychosociologue qui travaille depuis plus de 30 ans maintenant à comprendre l'adolescence des jeunes des quartiers populaires urbains pour pouvoir les accueillir au mieux dans la complexité du monde d'aujourd'hui dans une perspective démocratique. Vaste programme qui nous attend dans ces 4 épisodes exclusifs que nous vous proposons. Comment l'adolescence est vécue par les jeunes des quartiers populaires urbains en France et dans le monde. On dépasse les frontières encore et toujours. Comment ça va le monde saison 3 épisode 2. Rapport à soi, rapport à l'autre, rapport au monde. C'est parti. Joël Bordet, on se retrouve pour ce deuxième entretien, pour ce deuxième épisode. Et là, on va se pencher, après s'être penché sur la question des jeunes des quartiers populaires en France et à travers le monde, on va s'attarder sur une notion ou des notions qui te sont chères et qui sont presque colonne vertébrale de tout ton parcours, de tout ton travail, et on va le constater. C'est le rapport à soi, le rapport à l'autre, le rapport au monde. Alors, qu'est-ce que ça implique, tout ça, dans la volonté ou l'action, le mouvement d'essayer de comprendre l'autre? Et finalement, est-ce que c'est possible de comprendre l'autre? Merci beaucoup aussi de ce cheminement, ces circulations ensemble. Effectivement, je pense qu'un des âges de l'adolescence, c'est cette question de la circulation. Alors, il n'y a pas qu'à l'adolescence, mais un adolescent, effectivement, pour vivre son adolescence, ce processus adolescent, je pense que c'est important qu'il puisse circuler en liberté. En liberté, et qu'il éprouve la liberté, mais aussi la responsabilité de ses circulations. Et en fait, ça se fait pas tout seul. En réel, ça se fait pas tout seul, et il y a une inégalité face à ça. Tous les adolescents sont pas du tout dans la même situation pour pouvoir vivre ce rapport à soi, à l'autre, au monde et circuler en liberté. Et je pense qu'aujourd'hui, pourquoi c'est important l'adolescence ? Parce que l'adolescence, c'est un moment où on se sépare en fait de l'évidence de l'autorité parentale, mais aussi de l'explication que donnent les parents sur le monde. C'est un moment où on va en fait construire ses propres explications du monde, on va lire ses propres chemins et on va lire sa propre responsabilité au monde. Et ça ne peut pas naître tout seul. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne crois pas que les adolescents grandissent tout seuls. Je pense que même aujourd'hui, ils ont très besoin des adultes. Et en plus, je pense qu'ils ne les refusent pas. Quand je vois ce qu'on vit dans les ateliers de la pensée critique, je n'ai jamais vu un mouvement de jeunes qui diraient « les adultes dégagés, on n'a pas besoin de vous ». C'est l'inverse. Au contraire, je pense qu'ils sont vraiment très seuls. Et je pense qu'ils se vivent assez tout seuls. Aujourd'hui, dans la question d'une intimité, mais surtout dans la question d'être compris, accueilli. En fait, je pense qu'il n'y a pas d'adolescence sans accueil. Et que accueillir l'autre, à tous les âges, un bébé c'est pareil, toute la vie, mais accueillir à l'adolescence, c'est vraiment ce mouvement à la fois de t'es complètement là, mais t'es libre aussi. C'est-à-dire, et d'ailleurs, je ne comprendrai pas toujours tout de ce que tu fais, mais c'est pas grave. Voilà. Et il y a quelque chose aussi de l'humour avec l'adolescence, c'est-à-dire quelque chose de décalé, un peu de je t'attends, mais en même temps tu peux aller ailleurs et puis je sais que tu reviendras et c'est pas grave, tu peux y aller, je serai là. Et je crois que la permanence de l'adulte par rapport à la question de accueillir ces circulations, ces désirs des jeunes, ces incohérences. Un jeune adolescent, il peut vous dire un truc le matin, un truc inverse le soir. Il peut se voiler, porter le voile le matin et pas le porter le soir. Et c'est pas forcément des incohérences d'ailleurs. Ça peut venir à des situations qui sont pas les mêmes, pour lesquelles dans le groupe adolescent, il n'y a pas la même signification. Je pense aussi qu'un adolescent, il circule rarement tout seul. En fait, le groupe adolescent, il prend des formes différentes. Je pense qu'aujourd'hui, le groupe adolescent, d'ailleurs, ça désarme un peu, ça désarçonne un peu les éducateurs. C'est que le groupe adolescent, et avec le Covid, ça a beaucoup changé, en termes de présence sur le territoire, c'est pas comme avant. Je pense que les réseaux sociaux, la rencontre des groupes sur les réseaux sociaux et la question du groupe, la question groupale sur le réseau social, c'est une vraie
question. Parce qu'on voit bien qu'ils peuvent être à la fois du réseau le plus ouvert, c'est-à-dire en fait le réseau social, c'est les ouvre au monde. Ils peuvent de suite être en relation avec quelqu'un à l'autre bout du monde. Mais en même temps, on voit aussi des groupes qui se constituent dans les réseaux sociaux très dépendantes d'une personne charismatique. C'est-à-dire qu'on a plus de mal à voir un peu peut-être ce qu'on appelle nous les groupes restreints, où ça circule plutôt dans des conflictualités. Et ça, c'est une hypothèse, mais j'aimerais bien travailler cette question-là parce que je pense que la question de ce qui se passe dans la dynamique de groupe sur le réseau social est très important par rapport aujourd'hui à leur socialisation et dans le présentiel. C'est-à-dire, on voit bien dans les meurtres, enfin dans les affrontements, les meurtres entre jeunes, que beaucoup de choses se décident sur le réseau social et se résident rapidement. C'est-à-dire, il y a aussi une rapidité du réseau social, de ses effets, d'ailleurs, dont on ne voit pas forcément la responsabilité. C'est pas la même chose que le coup de couteau qui est donné immédiatement et paf, on a tout de suite la vision de la réalité. Donc, ils circulent aussi dans des mondes. Aujourd'hui, la tangibilité de ce qu'ils vont faire en termes d'actes, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas du tout évidente. D'ailleurs, c'est vrai pour nous tous qui circulons sur les réseaux sociaux. C'est pas vrai que pour eux. Mais eux, ils naissent particulièrement dans un monde où le virtuel s'impose et le virtuel dans ce lien avec le présentiel. Et donc le virtuel met à distance l'autre, justement. Oui, non, il crée un autre. En fait, il y a un autre dans le virtuel. Mais d'ailleurs, peut-être il y a des autres. C'est-à-dire, j'imagine que d'aller, enfin, je le sais moi-même, quand on rencontre quelqu'un sur le réseau social qui est en même temps au Brésil, en même temps. Alors, c'est vrai que moi, le fait que j'y sois allée me donne en fait physiquement la sensation de la distance. Mais quand on ne circule pas et quand on est coincé dans sa cage d'escalier ou dans son quartier et que en fait l'ouverture elle se passe par cette ouverture totale au monde dans des réseaux, dans des lieux qu'on ne connaît pas. Mais comment on se représente l'espace-temps ? C'est extrêmement compliqué. Et l'autre, c'est aussi l'espace-temps. Donc je crois qu'il y a de l'autre, mais la question de l'autre, c'est pas le même. Hein. Donc l'autre en tant qu'alter ego, on va dire, pour lequel il y a effectivement une responsabilité, une conflictualité, que l'autre résiste à votre existence, ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais je pense que les travaux de Serge Tisseron, d'autres psychanalystes aujourd'hui sur la question du réseau social et de ce que rencontrent justement les adolescents, c'est très intéressant. Moi, j'avais commencé un travail, malheureusement, qui ne s'est pas poursuivi avec les éducateurs de rue, sur comment aujourd'hui ils vont sur les réseaux sociaux pour pouvoir justement tenir des enjeux du réel, entre autres les affrontements entre jeunes, et comment ils peuvent être dépassés par le temps. C'est-à-dire le jeune peut les appeler à 23h30 le soir en leur disant « Tu vois, en géolocalisation, ça va cogner dans le quartier, mais l'éducateur, il est chez lui. Il fait quoi ?» Alors qu'avant, peut-être il y avait plus de signes d'anticipation dans le territoire qui faisaient qu'en fait, on voyait venir les choses. Dans le réel. Dans le réel. Enfin, signes dans le réel. La question, c'est est-ce que d'ailleurs le virtuel est un réel ? Ça, c'est une question. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un imaginaire et que le virtuel, c'est bien un lieu où il se passe des choses. C'est un lieu de l'agir. C'est un lieu de l'action, au même titre que le présentiel. Donc la question, c'est comment ça se dialectise entre le présentiel et le réel. Alors c'est vrai que vous voyez, tout ça, c'est des questions qui se posent pas depuis des années. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé à travailler, on n'avait pas la question du virtuel. La question des réseaux sociaux, elle s'impose depuis peut-être, on va dire, entre 5 et 10 ans. Et il y a encore des professions qui ne les prennent pas en termes d'éducation. Finalement, le regard scientifique, l'objectivation de cette problématique-là est complètement dépassée par la technologie et par oui, non, parce que la réalité est plus rapide que l'analyse qu'on peut en faire. C'est toujours comme ça. De toute façon, les sciences humaines ne font jamais qu'analyser des phénomènes déjà là. Ils ont toujours un train de retard. Non, un train d'accompagnement. Mais ce n'est pas les sciences humaines qui créent en elles-mêmes rarement le changement. Par contre, la question, c'est d'éclairer le plus rapidement possible qu'est-ce qui est à l'œuvre. Et donc, il y a déjà quand même des travaux très intéressants de cliniciens, de sociologues sur cette question-là. Après, c'est aussi ce qu'on en fait dans les métiers. Et ça, c'est plus compliqué. C'est-à-dire comment, dans les métiers d'éducateur, d'animateur, et je pense aussi que moi, là où je suis peut-être en décalage, c'est que je ne suis pas d'accord pour penser que l'éducation à l'image, de lire les images, va suffire à traiter de ça. Moi, je pense qu'on est dans une mutation, une révolution du rapport au réel, et que le réel se construit autrement, et l'agir du réel, et que c'est pas une question de lecture d'image seulement, même si je pense qu'il faut avoir connaissance des sources d'information, de la lecture de l'image. Mais quand on est éducateur, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire quand, effectivement, des jeunes
ont prévenu sur le réseau social. Ça dit quoi à l'employeur? Comment on fait avec ça? Bon, les filles qui mettent des photos sur une maltraitance à l'hôtel la veille, qu'est-ce qu'on fait de la circulation des photos? Il y a tout un travail éthique à faire et qui pose effectivement la question de l'autre. Mais moi, je pense qu'on a des points d'appui, par contre, qu'il faut pouvoir... De toute façon, on n'invente jamais qu'avec les points d'appui qu'on a avant. Dans les sciences humaines, c'est comme ça. C'est parce qu'on a travaillé des sujets qu'on va pouvoir réagir à des nouveaux sujets et qu'on va pouvoir mobiliser des concepts, des façons d'écouter, voilà. Et donc, moi, cette question de l'autre, elle m'a interpellée, en fait, depuis très longtemps. Elle m'a même passionnée parce que je pense que la question de l'autre, c'est aussi la question de la sortie de l'enfermement. C'est aussi la reconnaissance de l'individuation du sujet, au sens où chacun est porteur de son identité, de sa vie, de sa complexité. Et je pense qu'il y a un très grand danger aujourd'hui avec les approches autoritaires éducatives, c'est de vouloir homogénéiser la jeunesse au nom d'un idéal patriotique, au nom d'un idéal collectif et d'une soumission, en fait, qu'il faudrait avoir, par exemple, à se reconnaître français. Je pense bien sûr que c'est important d'être français, d'être fier d'être français, mais pour autant dans sa singularité. Et que cette question-là aussi, c'est une question démocratique. Et qu'aujourd'hui, face aux difficultés, ou face aussi à un projet qui est quand même un projet qui ne veut pas reconnaître de la démocratie, je pense que cette tendance à l'homogénéité volontaire de la jeunesse, je pense particulièrement au projet du service national universel, qui est quand même un projet de rééducation, de redressement de la jeunesse, et en tout cas de demande d'adhésion, d'uniformisation à, comme dirait le Front National, moi, les citoyens du monde, j'en ai rien à faire, je veux des citoyens patriotiques. Donc ça, c'est bien un projet politique. Donc quand M. Macron ou de son gouvernement sort le service national universel, je ne dis pas du tout que c'est le Front National, mais par contre, les idéologies et les valeurs qui sont derrière, est-ce que ça soutient sur la question du rapport entre nation et patriotisme? Effectivement, moi, je suis du côté de la question de la circulation des citoyens du monde, tout en se reconnaissant très fortement dans l'histoire, la culture et l'ancrage de la France. Et donc c'est un chemin vers une fragilisation de la démocratie, puisque on l'entend très bien, en fait tu mets cette question de l'altérité au centre comme valeur cardinale de la démocratie, oui. Parce que derrière question d'altérité, tu mets différence aussi. Oui, moi je pense que enfin, la question de la démocratie, si je prends la façon dont parle Hannah Arendt sur la question contre les totalitarismes, c'est quand même bien la conflictualité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que, parce qu'on est tous différents, mais en même temps pris dans des groupes, pris dans des sociétés où il y a une nécessité de normes, une nécessité de règles. Moi, je ne serai jamais contre l'existence de la police, jamais contre l'existence de la loi. Je pense qu'on ne peut pas vivre en société sans un certain nombre d'accords communs. Pour autant, je pense qu'une société vivante, démocratique, créatrice, il faut qu'elle assume les conflictualités. Et aussi le fait qu'il y a des histoires qu'il faut travailler pour pouvoir en faire des conflictualités et qu'on puisse aussi ensemble travailler des événements qui ont été aussi graves. Par exemple, sur la guerre d'Algérie. Je pense au travail que fait Max Morin sur la guerre d'Algérie et les jeunes, et un très beau podcast sur la sauce algérienne, ce que s'appelle... sauce algérienne sur Spotify, oui. Voilà, c'est ça. Et Paul a fait un énorme travail. Il montre très bien quand même comment l'initiative de M. Macron avec Benjamin Stora n'a pas été au bout, et pas à cause du travail de Benjamin Stora, à cause du fait que le politique n'en a rien fait. Et qu'on ne peut pas toucher des sujets aussi graves que ça, aussi importants que ça, sans leur donner une traduction. Et je pense qu'effectivement, en France, on ne va pas au bout d'un certain nombre de traductions politiques, des choses qu'on a pu tout traverser, que ce soit la collaboration, le colonialisme, aujourd'hui les univers post-coloniaux, et qu'on a beaucoup de choses qui ne sont pas traitées. Mais pourquoi ? C'est par lâcheté, c'est par fainéantise, c'est par... Je sais pas, je saurais pas dire exactement pourquoi. Je pense que le Parti socialiste n'a pas non plus été au bout de ça. Je pense que réellement la société française, elle a du mal à travailler sur elle-même. J'ai l'impression, en tout cas moi j'ai trouvé que le travail qu'ont fait les Allemands sur le nazisme, à partir avec entre autres l'Office franco-allemand pour la jeunesse, était tellement plus puissant. Et que quand je discute avec des jeunes Allemands, ils ont fait un travail sur la question du fascisme, du nazisme et de leur propre histoire qui les amène à considérer autrement la question démocratique. Et quand on travaille avec des groupes de jeunes allemands, enfin, il y a une tension à l'écoute de l'autre, à la démocratie, et ils sont très 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 vigilants.
beaucoup plus que des groupes français. Alors bon, après, chaque nation, elle a son histoire, etc. Mais je pense qu'en France, on est très irruptif et que du coup, des fois, oui, heureusement, on travaille des choses, mais on les travaille souvent dans la douleur, en fait, dans l'éruption. Et je crois que là, il y a des questions qui nous sont très, très fortes aujourd'hui et qui sont très présentes pour les adolescents. C'est-à-dire, on est aussi avec des générations d'adolescents qui n'ont pas connu, même les grands-parents qui ont vécu, ou les arrière-grands-parents qui ont vécu la guerre d'Algérie. Donc, réellement, et pour autant, ça fait partie de leur mémoire, de leur histoire, mais comme le montre, comment dire, Paul, ça organise pas toute leur vie. Mais indirectement, dans la condition de domination dans les quartiers, il y a bien la question post-coloniale. C'est-à-dire, on ne peut pas penser que, d'abord, cette question post-coloniale, elle est sur des générations maintenant. Elle est sur la génération des gens qui sont venus construire la France, puis elle est aussi sur les gens qui arrivent maintenant dans des situations de réfugiés politiques, climatiques, etc., et qui, de fait, se retrouvent dans les mêmes territoires. Très souvent. Alors, pas tout le temps, mais très souvent. Et donc, ces chemins de migration qui, de fait, s'organisent dans les quartiers populaires, c'est une vraie richesse. C'est pas seulement un ennui. Moi, je travaille dans des quartiers, il y a 80 nationalités, avec des histoires généalogiques complètement sur des années, avec des familles, avec des histoires, et c'est passionnant. C'est passionnant d'écouter les gens. Moi, je me rappelle à Strasbourg, il y a 82 nationalités, je crois, au quartier de la Meneau. Ils ont fait la fête des peuples pendant des années, où chaque communauté, montrait en fait sa culture, sa vie, son arrivée, la signification d'être là. Donc en fait, faire aussi de la circulation en France, on peut vraiment faire aussi de la circulation en France. Comme on peut d'ailleurs aller rencontrer des jeunes de quartiers populaires ruraux qui n'ont pas la même histoire, peut-être qu'ils sont ancrés depuis plus longtemps en France, qui ont une autre histoire avec l'histoire ouvrière, comme on peut aller rencontrer des quartiers bourgeois. Mais moi, je pense que plutôt que faire le service national universel pour homogénéiser la jeunesse française et la rendre patriotique, il fallait construire des espaces de rencontre entre les jeunesses. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas une jeunesse, on a des jeunesses. Et que ces jeunesses ne se connaissent pas plus que se connaissent d'ailleurs les populations entre elles. Et que cette méconnaissance, en fait, des populations fait que ça crée plus que des stéréotypes aujourd'hui. Ça crée réellement des animosités qui fait qu'il n'y en aurait pas pour tout le monde et que la tarte serait à partager pour tout le monde alors que les derniers venus, ils ne seraient pas bienvenus. Mais c'est une vision complètement hors de la création, hors du mouvement, même hors de l'économie. Moi, je ne suis pas économiste, mais on peut penser que c'est une vision très restrictive, en fait, d'une société. Et on se prive, en fait, d'un moment où, au contraire, on a toutes ces richesses en France, quoi. Mais on a effectivement, moi, je trouve des jeunes d'une très grande richesse, ils ne sont pas toujours pratiques, ils ne parlent pas toujours facilement, encore qu'ils parlent facilement, mais ce n'est pas toujours facile de les écouter. Mais honnêtement, ils ont plein de choses à dire. Ils sont réveillés, ils savent lire, ils savent écrire, ils savent lire une carte, ils savent vous parler. Donc, on est en train de se priver, en fait, aussi, à force de les stigmatiser autour du fait qu'ils ne seraient pas gérables, qu'ils seraient islamistes, qu'ils seraient je ne sais quoi, qui fait qu'on se prive, en fait, de cette énergie-là, parce que c'est presque une énergie qu'on n'arrive pas à accueillir. Et que je pense qu'il y a, en fait, une immense énergie dans cette jeunesse, on l'a vu sur les manifs de retraite, etc., mais que cette énergie de cette jeunesse ne trouve pas sa place en France aujourd'hui pour pouvoir être créative, alors qu'il y a eu des grands mouvements sociaux très créatifs, qu'on pense à Nuit debout, donc il y a quand même aujourd'hui dans le projet politique en France, et même la gauche, je ne la trouve pas complètement formidable là-dessus, pour arriver à intégrer et à en faire une énergie. Et je pense que du coup, la question de l'autre, c'est-à-dire la question de l'autre qui n'est pas comme soi, et qui est intéressant parce qu'il n'est pas comme soi, il faut pouvoir effectivement l'accompagner. Et il faut l'accompagner. Et pour ça, on a besoin de la culture. On a besoin de gens comme Antoine qui, de fait, c'est vrai, vont créer des espaces où, de fait, cette énergie-là, elle va pouvoir prendre sa place et elle va pouvoir donner à voir. Et elle va pouvoir donner à voir des créations qui fait que ça va faire réfléchir tout le monde et que ça va aussi donner un autre état de la société. Et je pense qu'on manque beaucoup, parce qu'on est dans une société de la performance, d'une rationalité instrumentale de plus en plus grande, qui fait que, en fait, ces espaces qui sont absolument nécessaires pour faire société, en fait, on les supporte pas. Et pas du tout suffisamment. Donc c'est vrai que moi, ça fait longtemps que j'ai eu la chance de rencontrer cette question, parce qu'en fait, c'est une question que j'ai abordée au CMA il y a très longtemps. D'abord parce que j'ai travaillé en Algérie, j'étais très jeune, et il y a l'époque, j'ai voyagé au Sénégal, j'avais 18 ans, comme responsable à l'époque des CMA d'ailleurs, je crois. Non, peut-être pas, peut-être encore je sais plus. En tout cas, j'ai été faire un voyage.
Et il y avait tous les mouvements de responsabilité éducative, là, les scouts de France, tout ça. Et c'est vrai que rencontrer le Sénégal à 18 ans, j'avais déjà voyagé, mais j'ai toujours un peu voyagé avec les parents et tout ça. Mais quand même, arriver en Afrique noire, parce que quand même, on arrive là-bas et tous les gens sont noirs. Et moi, je me rappelle d'une responsable scout qui disait « Oh là là, je peux plus les voir, je peux plus les voir ». Je dis « Mais attends, on est là, il y en a pour eux ». Et en fait, à la fin du séjour, elle avait trouvé un amoureux noir, on n'arrivait plus à la retrouver pour partir. Mais bon, voilà, c'est ça aussi la jeunesse. C'est qu'au début, c'était... Mais c'est vrai que c'est des souvenirs, c'est des moments très forts, parce que moi, à l'époque, j'avais pas les mots pour le dire. Je pouvais pas savoir en fait de quoi je vivais. Mais c'est vrai que par exemple, je me rappelle d'un match de lutte à Dakar. Il faut dire il y avait très peu de blancs là-dedans. On était peut-être 5. Et à la fin du match de lutte, en fait, on s'est trouvés séparés dans la foule. Et c'est les gens qui nous disaient vos copains ils sont là, vos copains ils sont là. Puis le lendemain ils nous disaient alors ça vous a plu le match de foot? Parce que l'autre c'était vous. Parce que l'autre c'était nous. Oui. Parce que eux ils nous regardaient tous. Mais nous, en fait, on ne les reconnaissait pas. Donc, cette question-là de comment on est vu par l'autre, comment nous, on voit l'autre, comment on appréhende l'autre, comment aussi, en termes dans les émotions amoureuses, on rencontre l'autre. Je veux dire, si ça, c'est pas possible, on va avoir des jeunes extrêmement fermés et leur énergie ne va pas pouvoir circuler. Et souvent, ça se transforme en violence. Donc, comment, effectivement, on fait pour que cet émerveillement de l'autre puisse exister pour les adolescents? Alors, c'est vrai que quand je crée le réseau international, évidemment, je suis habitée par toutes ces expériences-là. Il faut dire aussi que j'ai fait beaucoup de camps d'ados à l'étranger, dont des camps en autonomie en Sardaigne avec des gamins de 14-15 ans. Enfin, c'est vrai qu'à l'époque, on pouvait aussi prendre beaucoup de risques. Mais dans le réseau international, pour le travail de recherche qu'on mène, dont j'ai parlé un peu dans le premier interview, en fait, on fait des rencontres avec 110 jeunes de tous les pays du réseau. Et on met au travail avec eux nos hypothèses de travail pour la recherche. Alors, par exemple, la première, je peux parler du premier séminaire, c'était donc en 2012, 110 jeunes, et on est à Souillac, au lycée agricole, et on est au lycée professionnel d'ailleurs, grâce à Mohamed Touil, et on reçoit 110 jeunes, ça veut dire des jeunes d'Israël, de Palestine, de Russie, d'Ukraine, du Brésil, du Sénégal, de beaucoup de quartiers populaires en France. Et on va se mettre à travailler ensemble sur c'est quoi être jeune des périphéries. Et alors, ils ont tous fait un film sur jeunes de Ramallah, jeunes de Jérusalem, jeunes de Brasilia, jeunes de la banlieue, plutôt de Sobrino 2 d'ailleurs. Voilà. Et à un moment donné, on travaille par groupe. Et alors, la question de la langue est très importante. Et moi, je pense que notre réseau, il est francophone. Ça veut dire qu'en fait, c'est vrai que tous les animateurs ont un lien avec la France. Soit ils ont fait leurs études en France, soit ils aiment la France, en tout cas, ils parlent français. Parce que, en fait, on prend le temps de la traduction. Et d'abord parce que l'anglais, on n'est pas capable ce serait très appauvri. Et puis, en plus, on n'est pas capable. Et en plus de ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, ce temps où chacun traduit ce qu'il entend, c'est aussi un temps où on s'interroge sur les mots. Quand on a travaillé en Russie, on a créé un dictionnaire international. Parce qu'en fait, il y a des mots, on ne pouvait pas les traduire, voire ils n'existaient pas. Par exemple, le mot processus n'existait pas. Et le mot modèle ne voulait pas dire la même chose. Donc, on prend le temps de s'expliquer sur les mots. Et je pense que cette question de l'espace protecteur, qui permet de prendre le temps, et où on prend le temps de se comprendre. Voilà, on a besoin d'espaces comme ça dans nos sociétés. Parce que, en fait, c'est difficile à comprendre tous les mouvements qui nous traversent. Et donc, pendant 10 jours, on va traverser des moments. Alors, je me rappellerai toujours d'un jeune garçon. Enfin, à l'époque, il avait quand même 16 ou 17 ans. Mais un gros dur de quartier de Paris 12e, je sais plus, non, Paris 18. Et il vient avec Feu Vert, avec l'association Feu Vert, et il disait à tout le monde « Appelez-moi requin, appelez-moi requin ». C'était requin, quoi. C'était le gros dur, quoi. Et puis voilà, il circule. En fait, il fait sa vie là-dedans. Hein. Puis à un moment donné, il me croise dans un couloir, il me dit « Madame, je me suis jamais sentie aussi protégée qu'ici ». Requin avait largement diminué. Et donc voilà. Dauphin. Et voilà, c'était devenu un petit dauphin. Ça circulait là-dedans. C'est pas toujours facile. Hein. Je dis pas qu'il y avait pas des moments. On avait travaillé la charte de vie pour savoir qu'est-ce qu'on ferait avec la drogue, qu'est-ce qu'on ferait avec l'alcool, avec les horaires, avec les rapports filles-garçons. Mais ça, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est la possibilité d'avoir rencontré l'autre qui a fait devenir requin dauphin. Oui, parce que du fait, il avait plus besoin de prouver qu'il était le plus fort de tout.
il existait dans la communauté, tout le monde lui parlait. Donc, il y avait quelque chose de l'ordre de l'affirmation nécessaire tout le temps, ce qui vivent souvent à l'intérieur du quartier. Il faut se réaffirmer comme fort en permanence. En plus, quand on se confronte à la police, quand on se confronte au risque de l'échec scolaire, mais aussi beaucoup la confrontation policière. Pour confronter la police, il faut être fort. Et pour aussi se confronter au risque de l'humiliation. Alors, j'ai écrit un article là-dessus qui va être paru dans Topic sur l'humiliation, parce que on a fait une controverse sur l'esprit critique, dans les ateliers d'esprit critique, sur c'est quoi, sur le vécu de l'humiliation. Enfin, sur est-ce que j'interviens quand je vois des gens humiliés ? Et on voit bien que cette question de tenir à distance l'autre pour ne jamais être humilié, en fait, ça fait partie, c'est pas qu'un système de valeurs, c'est que quand on est enfermé dans la même bassine et qu'en plus la force et la violence est forcément convoquée, il faut, pour redonner de la distance, il faut prendre de la distance. Quand on vit une communauté protégée, qu'on espère comme on a fait avec le réseau, il n'y a plus besoin de se poser cette question-là. La distance, elle est posée de fait par le mode de vie par le fait qu'ils sont accueillis, qu'il y aura des repas, qu'il y aura des horaires, qu'il y aura comme on fait des camps d'ados, mais avec 110 jeunes quand même de tous les pays. Et donc c'est vrai que et puis ils ont un émerveillement à être entre eux. Moi je me rappelle d'un séminaire, c'est plus tard à Yvetot en 2018, et comment les Russes découvrent les gens de Mayotte. Ils n'imaginaient même pas que Mayotte, ça existe. Et tout d'un coup, la Mayotte, ça devient pour eux un truc, avec en plus les filles de Mayotte, elles sont sympas, tout ça, elles sont jolies comme tout, ça circule. Eh ben, ils vont faire l'anniversaire entre Russes et Mayotte, là, dans la chambre de Mayotte. Et il se passe des tas d'événements, d'ailleurs, dans lesquels nous, on n'est pas tout le temps. Il faut d'ailleurs qu'on soit vigilant, parce qu'il peut y avoir des trucs qu'il faut reprendre. Mais c'est ça, la vie des jeunes. Et je pense que de vivre comme ça, alors je fais que jamais dire de l'éducation populaire, c'est que de vivre entre soi des choses positives, où on est beau dans le miroir et où on a des adultes qui sont là comme sécurité, comme compréhension, c'est la base quand même de ce qu'on a inventé dans l'accueil des adolescents. Et honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, bien sûr, on traverse des choses qu'on n'aurait peut-être pas traversées il y a 25 ans. Quand un jeune, il dit « je suis en train de manger le riz chez mon oncle » et puis qu'en fait, il va jamais se présenter au départ et puis qu'il va rester 3 ans en France parce qu'il trouve quand même qu'il n'a pas envie de rentrer au Sénégal. Mamasso, le responsable sénégalais, qui est en même temps professeur à l'Institut d'éducation populaire et des sports de Dakar, c'est quand même pas trop facile parce qu'il va falloir l'assurer avec l'ambassade après. Donc, vous voyez, c'est quand même une vraie prise de risque. Bon, voilà, mais ça fait partie. Et cette prise de risque de l'autre, ça demande des adultes quand même assez solides. Et c'est vrai que je pense que les adultes qu'on est dans le réseau, on a tous quand même des repères et clinique et d'éducation populaire qui fait que ça fonctionne ensemble. Et c'est quand même pas n'importe quel ensemble. C'est-à-dire c'est quand même un ensemble que j'ai créé et qui quand même a des repères communs et des repères francophones. Alors ça, c'est intéressant de revoir aussi qu'est-ce qu'on représente nous comme passeurs en étant la France. Parce que là, on est mis quand même dans une position de responsabilité. Oui, et quel autre on est pour l'autre. Et quel autre on est pour l'autre. Alors par exemple, je me rappelle d'un moment où on travaille dans un atelier qui s'appelle Rapport à l'autre, rapport au monde, rapport à soi, rapport au monde, rapport à soi, rapport à l'autre, rapport au monde, plus exactement. Et là, autour de la table, c'est très intéressant, je me rappelle bien surtout, il y a une jeune femme, elle est de Échirolles, mais elle est d'origine de Mayotte. Mais elle n'est jamais allée à Mayotte. Au bout de la table, il y a des gens de la délégation israélienne, il y a une jeune éthiopienne qui s'appelle Zahava, il y a un jeune arabe israélien, et il y a un jeune plutôt ashkénaze israélien. Donc on sait bien que c'est 3 rapports dans Israël qui ne sont pas du tout les mêmes. Ensuite, on a des vrais de Mayotte qui sont vraiment là, et puis à l'autre bout de la table, des jeunes Portugais, et dont une jeune fille de Sierra Leone, qui sera d'ailleurs la reine du truc parce qu'elle est émigrée, alors là c'est formidable. Et donc, et je leur pose la question, comment vous voyez les autres ? Comment vous voyez l'autre ? Et là, la jeune de Mayotte, la jeune d'Échirolles, elle se penche vers Zahava, la jeune éthiopienne israélienne, et lui dit, dans la cour de récréation, on dit que vous êtes des assassins. Alors, je dis à Zahava, bon, prends le temps, on respire, ça va aller. Puis on continue, jusqu'à la jeune femme de Sierra Leone, qui est la reine de l'affaire, parce qu'elle, c'est une immigrée, elle raconte comment elle s'est adaptée, enfin voilà. Et chacun est fier de soi. Et je redonne la parole à Zahava, et elle dit, bon, c'est franchement pas marrant de penser qu'on est des assassins, quoi. Franchement, c'est pas facile. Et évidemment, c'est pas resté dans le groupe. Mais on est en 2018. Et là, ça recircule dans tout le séminaire, parce qu'on pensait qu'il y avait une loi de confidentialité, mais enfin bon. Et là, c'est les Palestiniens qui disent, bon, les Israéliens, ils sont pas marrants.
mais c'est pas des assassins. Ils diraient peut-être pas ça aujourd'hui. D'accord. Sans doute pas. Enfin, Non, ça dépend lesquels et à quel moment. Parce que le même jeune qui dit ça, c'est ça qui est intéressant. Le même jeune qui dit ça, on l'avait rencontré à Jérusalem-Est. On est dans un groupe d'associations à Jérusalem-Est, et puis on rencontre des jeunes. Là, on est avec le séminaire Penser l'autre. Et à un moment donné, je leur dis, parce que je faisais des enquêtes aussi là-dessus, dans 10 ans, vous serez quoi ? Et là, il y a ce jeune-là qui dit, moi, je serai mort. Donc en fait, quand même, ils pensent aussi que les Israéliens sont des assassins. Et puis voilà, après ça, on n'est pas très bien, on essaye quoi faire. Et puis là, il y a Edgar qui est un super éducateur, et plus que ça, et qui dit, faisons la musique. Et on fait la musique et on s'en va. Et puis l'année d'après, en fait, on monte un séminaire avec l'autorité palestinienne sur la jeunesse en Palestine. Et là, il y a quand même 4 ministères. C'est l'université d'Al-Quds à Jérusalem-Est, et puis avec Yad Alak, et puis l'université de Al-Quds en ligne avec Imad Odali. Et on monte ce séminaire, et arrive ce jeune, et il dit « C'est moi qui dirigerai la délégation qui vient en France. » Et donc, il vient dans le séminaire, et il est là, il participe et tout ça, et on va fêter ses 20 ans avec son frère jumeau. Voilà. Et au milieu, il y aura un petit scout israélien qui servira le gâteau. Donc, c'est pas pour faire du... Mais ce qui est rigolo, c'est que ça change pas tout. On sait très bien qu'ils vont repartir, chacun dans la même, sûrement, hostilité. Mais je les ai rencontrés à Jérusalem-Est après, dans un hôtel, enfin, dans un café-hôtel que j'aime beaucoup à la porte de Jaffa, Jérusalem Hôtel. Et j'ai revu toute la délégation palestinienne. Et j'ai dit alors, on a compris qu'en fait, on est des minorités dominées. Et ils avaient changé ils tricotaient autrement, en fait, la question identitaire palestinienne. Ça ne veut pas dire qu'ils aimaient les Israéliens, mais ils circulaient un peu autrement. Pour autant, je ne dis pas que ça... Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui. Et je pense que la situation est absolument tragique et que peut-être tous ces interstices, tous ces espaces qui circulaient aussi beaucoup entre Israéliens et Palestiniens, on peut penser qu'ils sont relativement en danger, mais les dernières nouvelles que j'ai, c'est que malgré tout, il y a des interstices qui se prennent, et des interstices, entre autres, avec le mouvement des kibboutz, qui est en train de retravailler aussi déjà avec des Palestiniens. Mais déjà, encore maintenant, en ce moment. Bon, en ce moment, alors on peut dire qu'on enregistre cette émission été 2024, parce que la situation évolue quand même rapidement, mais on a du mal à imaginer que ces petits arrangements, que ces petits en fait, espaces d'échange, de dialogue. Et voilà. Je pense que dans la situation là-bas, alors on ne veut pas parler de trop là-bas, c'est trop long, mais il y a quelque chose où l'espace interstitiel m'a beaucoup appris. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que par exemple, entre les quartiers populaires en France et les centres-villes, etc., on a intérêt à avoir des espaces interstitiels. C'est-à-dire des lieux où on circule en tranquillité et on va pouvoir aller faire un concert à Paris et repartir chez soi et avoir comme ça des espaces. Il y a un film qui m'avait beaucoup marqué parce que je trouvais ça très rigolo. Et ça, il n'y a que les Israéliens pour faire ça. Et là-dessus, ils sont forts, je trouve. Mais aussi quand ils travaillent avec les Palestiniens sur les films. Et là, c'est un film, en fait, ça se passe, c'est un scénariste qui vit en Palestine, et en Cisjordanie, et il doit aller travailler à Jérusalem. Et le mec qui tient le checkpoint, le policier, il le reconnaît. Et il lui dit, moi, je te ferai passer, mais tu inventes à chaque fois un nouveau scénario. Et alors, c'est rigolo, parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'imaginaire commun qui s'actualise dans le scénario. Et c'est ça, je veux dire, faire de l'espace interstitiel, c'est pas seulement faire un couloir de passage, c'est que réellement dans cet espace, il se passe quelque chose qui fasse que de fait, on voit plus l'autre de la même façon qu'on le voyait au début. Et c'est ça la rencontre de l'autre. La rencontre de l'autre, c'est bouger des choses qui font qu'au début, tu peux pas penser parce que c'est compact. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu des jeunes Allemands, c'était il y a longtemps, c'était au Festival d'Avignon, et il y avait le spectacle sur Cabaret Tonnerre, et j'avais devant moi toute une rangée, mais je réfléchissais déjà beaucoup à l'époque là-dessus, et j'avais toute une rangée de jeunes Allemands qui pleuraient. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais attends, parce que moi, j'ai une histoire, ma maman est juive et a vécu, la maman était cachée, c'est une enfant cachée, mon grand-père est mort en déportation à Auschwitz, et donc cette histoire, elle est extrêmement présente dans ma vie, parce que on sait bien que les histoires traumatiques de la Shoah, ça se transmet. Et
Et donc, et qu'on a quand même tendance à se vivre comme première victime. Parce que les victimes, c'est d'abord ceux qui ont vécu, évidemment, la Shoah. Mais quand on a des jeunes Allemands qui ont le même âge que nous, et tout d'un coup, je me suis dit, attends, être enfant de gens qui potentiellement ont été nazis, ben, ça doit être bien difficile, quoi. Et ça a été tout le début d'un chemin vers l'autre. C'est-à-dire que réellement, vers l'autre, ça demande un chemin difficile. C'est pas un truc facile à faire. Hein. Mais je pense que la démocratie est vraiment nécessairement dans une nécessité de rencontre de l'autre, qui est pas seulement de transformer de la mixité sociale de façon mécanique, où on va mettre les gens à vivre les uns à côté des autres. C'est beaucoup plus peut-être reconnaître les identités des uns et des autres pour faire des passerelles, pour faire des passages. Par exemple, sur la mixité sociale dans les quartiers populaires au sens urbain, moi, je suis très critique sur le fait qu'on ait ramené des populations, soi-disant en ramenant des populations de classe moyenne, on allait transformer, en gros, la violence des quartiers populaires. D'abord, c'est une stigmatisation des quartiers populaires, et en plus de ça, c'est passer à côté de la richesse des quartiers populaires. Je pense qu'au contraire, en renforçant la richesse des quartiers populaires dans une relation de confiance et d'échange avec des quartiers plus de classe moyenne, on ne serait pas dans la situation d'aujourd'hui. Mais qui n'est pas une relation ascendante-descendante, du coup. C'est de toute façon des situations d'horizontalité, mais c'est surtout qu'on ne va pas faire croire que parce qu'on habite à côté, ça va transformer. On voit très bien aujourd'hui qu'il y a des quartiers comme le 12e arrondissement où j'ai l'occasion de travailler, où c'est très dur parce que les riverains ne supportent pas, en fait, les Paris, milieux populaires pauvres juste à côté. Et on a des poches de pauvreté, mais aussi de délinquance qui ne sont pas faciles à traiter. Donc je pense que réellement, Patrice Leclerc travaille beaucoup sur cette question des identités à Gennevilliers, sur ce que c'est que faire une ville populaire. Et je pense que c'est pas rien, parce qu'on peut d'autant mieux vivre avec l'autre qu'on est sûr de soi. Que de fait, on est sûr qu'on ne va pas être une mauvaise personne, qu'on va être effectivement reconnu par l'autre. Donc c'est plutôt en redonnant confiance et en créant de la rencontre qu'en disant on va mélanger et du coup ça va mélanger. C'est la même chose sur la mixité sociale à l'école. Je veux dire, et ça c'est des vraies questions de politique publique qu'on a eu l'occasion de discuter, mais c'est parce que en fait on a une vision de rationalité instrumentale. Il suffit de travailler sur les attributions de logement et de régler le problème. Bien sûr que non, qu'on n'a pas réglé le problème. Mais travailler à la rencontre de l'autre, ça demande un investissement, ça demande du tiers. Et du tiers, c'est effectivement très souvent les chemins culturels. Quand à Corbeil-Essonnes, des gens du Louvre, du musée du Louvre, viennent travailler au quartier des Tarterets et font que des jeunes vont danser et vont aller jusqu'à danser sur les marches à l'intérieur du musée du Louvre, bah, pour les jeunes qui sont allés, je peux vous dire que ça change beaucoup de choses. Je veux dire, tout d'un coup, c'est vrai que le musée du Louvre, c'est aussi pour eux. Et puis d'ailleurs, ils peuvent y exister et leur image de leur corps, ils l'ont dans le musée du Louvre et le musée du Louvre les a considérés comme des danseurs. Donc, je veux dire, c'est ça de transcender aussi la domination. C'est à un moment donné de pouvoir se voir plus beau dans le miroir et effectivement plus qu'à l'égalité de l'autre. C'est-à-dire, j'apporte quelque chose aux autres de par ce que je suis, de par ce que... Voilà. Comment sinon les jeunes, ils peuvent grandir ? Donc, c'est quelque chose comme ça. Tu partais, mais on est passé un peu vite là sur Jérusalem parce que Jérusalem c'est quand même un carrefour de cohabitation avec l'autre puisque c'est compliqué de parler de Jérusalem. Il y a quand même trois monothéismes qui sont sur un rayon. Tu m'emmènes sur une voie douloureuse parce que je vis avec beaucoup de douleur ce qui se passe dans cette région. J'ai des amis, des territoires, j'ai beaucoup circulé là-bas. Et effectivement, Jérusalem, ça reste pour moi un des émerveillements du monde. C'est pas le seul. Hein. J'ai aussi beaucoup aimé les Mayas au Guatemala et Chichicastenango. Enfin, il y a d'autres lieux du monde qui sont pour moi des lieux d'émerveillement. Je peux parler aussi du lac Tanganyika au Burundi. Il y a vraiment des lieux du monde où tout d'un coup le monde vous saisit. Parce qu'il y a quelque chose de merveilleux, quoi, et qui vous dépasse totalement. Moi, j'oublierai jamais, j'ai été travailler en 96 au Burundi par rapport à écouter ce que les enfants ils avaient vécu dans le génocide avec les éducateurs. Vous imaginez, on est tout petit quand on va là-bas. Et on est des Français. Alors ça, c'est drôle, cette façon d'être Français, parce qu'on est pris aussi comme des passeurs.
Et j'y vais avec des copains psychiatres, psychanalystes, enfin pour tout ça. Et on fait un travail. Et donc c'est terrible ce qu'on entend. C'est quand même pas du tout facile. Ce qu'ont vécu souvent des éducateurs qui ont vécu à peu près la même chose dans des situations génocidaires où ils ont vu les gens tués. Enfin, c'est très difficile, mais on arrive à le travailler. On le travaille sous des récits. Et on fait avec eux des récits d'enfants. Et je me rappelle, alors tu vois, j'étais déplacée. Hein. Je suis partie au Burundi. Et on y reviendra. J'ai un billet d'avion illimité. Et là, je suis avec un éducateur qui s'appelle Prosper. Et il me dit, tu connais les tambours du Burundi? Je dis, oh, peut-être pas. Bien sûr, je connaissais un petit peu. Il me dit, attends, ils vont venir. Et là, arrive un camion avec des enfants, des jeunes. Ils ont plutôt des jeunes, ils ont plutôt entre 14 et 20 ans. Et alors, on entend les tambours. Et les tambours arrivent et les jeunes descendent les tambours et ils jouent des tambours du Burundi. Et là, c'est tous des gamins qui étaient des réfugiés, qui étaient des rescapés du génocide, qui ont vécu dans la rue et qui étaient accueillis dans une communauté dirigée par quelqu'un qui s'appelle Athanase, que j'aurai la chance de revoir une fois en France. Mais ça, on n'oublie jamais. Et en même temps que dans ce paysage absolument magnifique des collines du Burundi, je vais à la pêche à la pirogue un dimanche matin sur le lac Tanganyika et je vois sortir les hippopotames de l'eau. Et là, on est dans un truc, mais je me dis, mais comment ces lieux qui sont tellement beaux du monde portent en même temps, c'est des vraies plaques tectoniques, les énergies peut-être les plus créatrices et les plus destructrices. Et il y a quand même ça, des lieux dans le monde, et les Mayas, c'est la même chose. Quand on est au Guatemala, c'est horrible ce qu'ont vécu les Guatémaltèques, les disparitions, la guerre, vraiment. J'ai travaillé avec des associations de disparus grâce à mon ami Carlos, avec qui vraiment on a traversé des choses extraordinaires, qui travaillait dans les villages mayas du Quiché et avec enfants réfugiés du monde. Et réellement, quand il m'a emmené dans des associations de disparus et que le lendemain, j'étais à l'église de Chichicastenango avec toute cette culture maya. Mais on est dans des choses du monde qui font aimer aussi le monde et l'humanité. Parce que de temps en temps, il faut l'aimer pour la soutenir comme ça. C'est pas toujours facile. Et moi, j'ai besoin en fait d'émerveillement. Et j'ai besoin de choses qui me dépassent en fait. Et c'est des situations, après, elles s'impriment pour toujours. Parce que c'est des émotions qui sont bien plus fortes que vous. Et moi, je pense que, effectivement, Jérusalem, c'est cette émotion-là. C'est-à-dire, je rencontre Henri et Edgar, qui sont donc Edgar, éducateur, et puis surtout un grand aussi militant de la paix en Israël-Palestine, et Henri Cohen-Solal, qui est psychanalyste et qui crée des clubs de prévention spécialisés à Jérusalem et à Tel Aviv, mais aussi avec des communautés d'Arabes israéliens à Abu Ghosh, et puis aussi un gros travail d'échange avec les universités de Palestine. Et donc, moi, la première fois, j'arrive avec Edgar. Edgar m'emmène boire le thé avec ses amis palestiniens dans la vieille ville. Bon, et c'est vrai que c'est une image un peu idyllique. Quand on arrive comme ça, on est avec des juifs démocrates qui vous emmènent boire le thé avec des Palestiniens dans la vieille ville. Tout d'un coup, il y a quelque chose d'absolument merveilleux. Après, j'ai pas d'illusion. Après, progressivement, je vais comprendre la complexité de la situation, la violence sous-jacente, que en fait, le monsieur palestinien, oui, il venait vendre des choses dans la vieille ville, mais lui-même, il avait dû traverser le mur en clandestinité pour pouvoir venir vendre ses affaires dans son magasin, et que en fait, c'était très difficile aussi. Donc, mais c'est quand même intéressant des fois d'avoir une approche même un peu idéalisée du monde. Même si après on en revient, quoi. Ouais, mais là, ça pose une question. C'est pardon pour la provocation, mais est-ce qu'on a le droit d'avoir une approche idéalisée dans une situation et sur un territoire comme Israël, Palestine? Mais à l'époque où je suis allée, on n'était pas dans la situation d'aujourd'hui. On n'était pas du tout dans la situation d'aujourd'hui. On n'était même pas on était avant la première intifada. Ah oui. Mais il y a toujours eu des moments dans cette région où ça explose, ça implose. En ce moment, on est quand même dans quelque chose que moi j'ai jamais connu, c'est-à-dire un niveau de destruction et de destructivité que je n'ai pas connu. Pour le coup, l'autre n'existe plus. Je ne vais pas prendre position sur ce qui se passe, j'y suis pas. J'y suis pas et je ne prendrai jamais position sur ce que j'ai pas vécu. Et je pense qu'il faut faire très attention quand on parle de régions où on est tout d'un coup attiré parce que ça nous parle. Tout simplement, ça nous parle parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on connaît tout, Israël-Palestine, parce que c'est aussi des régions monothéistes. Si je vous parle de Chichicastenango, personne va s'identifier à Chichicastenango. Alors si on parle aux États-Unis, au Mexique, ils vont plus s'y identifier. Mais on parle aux Français, c'est comme s'ils étaient chez eux, mais
sont pas chez eux, quoi. Je veux dire, là, il y a quelque chose aussi dans la projection qui est sur lequel il faut faire très attention. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, je n'y suis pas. J'ai mes amis au téléphone, j'entends à quel point ils sont dans une détresse tous, mais évidemment, c'est pas tout à fait, c'est pas l'équivalent. Et en tout cas, je suis pas avec des gens au téléphone à Gaza. Donc ça, c'est un univers que je ne connais pas, même si je suis allée à la bordure de Gaza, mais je ne connais pas Gaza. Donc il y a aussi des choses sur lesquelles, j'allais dire, je peux parler ou même imaginer, mais il y a des choses, je ne peux pas le faire. Par contre, je crois quand même que dans les situations de pays en guerre, et pas seulement, j'allais dire Israël-Palestine, je crois que c'est vrai que cette question de voir un peu de l'idéalisation de l'autre, c'est pas trop mauvais. La question, c'est comment on en revient. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Et qu'est-ce qu'on fait pour que, de fait, on soit plutôt des agents de la paix que des agents de la guerre ? Enfin, moi, j'ai pas envie de contribuer. Quand ma collègue ukrainienne, que j'adore, me dit « tu ne parles plus jamais aux Russes », eh ben, je lui ai écrit que je parlerai toujours aux Russes. Parce que je ne les assimile pas à Poutine, que je pense que que je sais que c'est pas facile pour eux, que je continue à leur parler et que moi je ne travaillerai pas à renforcer le patriotisme de la guerre en Ukraine, que c'est pas là où je me situe. On a eu cette expérience-là parce que je suis allée au Brésil, c'était juste après le début de la guerre, de l'invasion russe, et j'allais pas bien, ça c'est vrai. Et là, les Brésiliens, ils sont toujours top pour m'accueillir quand je vais pas bien. C'était pareil après les attentats. Et on va voir la secrétaire d'État de l'État de Brasilia en éducation, avec Fatima Sutzbrak, ma collègue. Et elle dit « Oh là là, Joël, elle va pas bien avec l'Ukraine, c'est dur. » et tout. Alors je raconte. Et elle me dit « Demain, vous allez dans une école en périphérie avec Fatima et vous allez faire quelque chose de solidarité pour les Ukrainiens. » Bon. Et donc le lendemain, j'arrive à l'école, il y avait toutes les télés du Brésil, CNN, etc. là, et je devais raconter la situation en Ukraine. Bon, alors voilà, je raconte ce que je peux. Et on fait tout un travail avec des jeunes de cette école pour faire des dessins pour les Ukrainiens. Et évidemment, les jeunes, ils dessinent pour la paix. Ils dessinent les Russes et les Brésiliens, au milieu les Brésiliens et les Ukrainiens, tout ça pour obtenir la paix, les drapeaux, machin, mais pour la paix. Et j'envoie les dessins à Irina qui me dit « Ah non, notre question aujourd'hui, c'est la guerre, c'est pas la paix. » Et je dis « Irina, là, je peux pas. Moi, je vais pas soutenir de la guerre. Mais après, je peux penser ce que je veux. Mais moi, c'est pas là où je suis, quoi. Moi, ce que j'ai envie, c'est que les dessins des jeunes Brésiliens qui vous disent « On espère la paix », eh ben, vous allez le soutenir, hein. Alors, on s'est beaucoup expliqué. Et moi, je lui ai dit, voilà d'où je viens. Et voilà pourquoi je pense que la résistance, c'est aussi résister à la guerre. La résistance, c'est du soleil, quoi. C'est du positif. C'est quelque chose qui fait du bien. En tout cas, sans naïveté. Et ça, c'est déjà de la résistance. Et c'est déjà de la résistance. Ben, moi, je pense que c'est déjà de la résistance. D'organiser qu'effectivement, ces dessins-là vont arriver à des jeunes Ukrainiens. Et que des jeunes Brésiliens vont penser à eux, dans le lien potentiel ou pas avec les Russes, pour que la guerre s'arrête. Oui, je pense que ça fait partie des circulations. Je ne dis pas du tout que ça va régler la question. Et que je ne dis pas non plus que je serai directrice du palais à Rivenay, où il y a 1500 enfants déplacés, et qui est dans l'effort de guerre tous les jours. Peut-être que je ne parlerai pas comme moi je parle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse parler ensemble. Et qu'on puisse effectivement, chacun de sa place qui n'est pas la même, soutenir quelque chose. D'ailleurs, au point que quelques semaines après, elle a mis les dessins des jeunes Ukrainiens sur le site du palais de Rivenay. Mais là, on est au cœur de la question de l'altérité, justement, dans ton rapport avec Irina. Mais est-ce que vous soutenez, enfin, comment vous arrivez à vous parler, mais est-ce que vous soutenez la même chose, finalement ? Selon les moments, elle-même, elle ne va pas soutenir la même chose. C'est-à-dire, elle sait très bien que pour être directrice en éducation, il faut qu'elle soutienne de la guerre, là où elle est, mais il faut aussi qu'elle soutienne de la paix. Et qu'elle ne fera pas la paix avec la guerre. C'est-à-dire, par exemple, quand ils organisent des groupes de jeunes, comme ils ont fait au Palais, pour venir faire des séjours de respiration en France, et qui sont accueillis par les CMA et Pays de Loire, par la ville de Gennevilliers, etc. Ça, c'est de la paix. Et bien ça, c'est de la paix. Et quand aujourd'hui, c'est en ce moment, le foyer du Ken organise un séjour en Pologne, où des jeunes de Dieppe vont aller rencontrer des jeunes du Palais de Rivenay, qui vont sortir en Pologne, pour pouvoir rencontrer les jeunes de Dieppe, on contribue à la paix. C'est-à-dire, on contribue à la rencontre de l'autre, à la connaissance de ce que vit l'autre. Et je pense qu'effectivement, faire de la paix en même temps qu'il y a la guerre, c'est une façon de travailler le rapport entre guerre et paix. Et ça, c'est le nouveau programme de recherche, en fait, qu'on est en train de commencer. C'est comment accueillir les jeunes entre guerre et paix.
C'est-à-dire, il n'y a pas un moment où c'est la guerre et puis il y a un moment où c'est la paix. C'est de moins en moins vrai, ça. Ça, c'est le schéma qu'on a eu sur la Seconde Guerre mondiale, qui est peut-être pas d'ailleurs totalement juste. Mais on voit bien en ce moment... Plus maintenant, en tout cas. Après. En tout cas, plus maintenant. On voit bien que dans les guerres actuelles sur lesquelles on a du mal à trouver la fin, le début, etc., s'il n'y a pas en même temps du travail de paix. Et là, les Israéliens, les Palestiniens m'ont beaucoup appris. Alors, on peut dire que c'est une position idiote, mais c'est ma position. Quand effectivement, ça a toujours été... Moi, je connais toujours Israël et Palestine en guerre. En tout cas, dans une situation de conflit guerrier. Oui, depuis qu'Israël existe. Oui, en tout cas, moi, depuis que j'y vais, c'est comme ça. Et j'ai rencontré en même temps, c'est là que j'ai rencontré les plus grandes épreuves de paix. Quand j'ai eu la chance de rencontrer l'association des parents endeuillés, qui sont des Israéliens, des Palestiniens, qui se réunissent ensemble pour faire le deuil ensemble de leurs enfants, régulièrement. Mais c'est une leçon. C'est une leçon, on est tout petit, quoi. Je veux dire, et des gens comme ça qui font l'effort d'être ensemble malgré la mort de leurs enfants. Malgré la mort de leurs enfants. Je veux dire, moi, je ne dis pas que ça emporte aujourd'hui du tout la situation et la solution politique, ni même la solution de rencontre des peuples en Israël et Palestiniens. Mais je crois profondément que s'il n'y a pas ces interstices, ces travaux, ces courages de la paix, il n'y a pas de possibilité d'arrêter les guerres. Alors, dans ce qu'on entend de ce que tu dis du rapport à l'autre, dans le rapport à l'autre, il y a les points communs et les différences qu'on peut se trouver avec l'autre. Ce que j'entends, c'est que tu t'attaches particulièrement aux différences, j'ai l'impression. Est-ce que s'attacher aux différences, c'est justement une clé pour c'est à la résonance. Moi, je m'intéresse à la résonance. C'est-à-dire, il n'y a pas d'un côté... je pense qu'on est tous différents. Mais on est tous des humains. On a tous quelque chose qui fait qu'on meurt, on a des parents, on circule dans le monde, on parle, on pense. Donc l'humain est commun. Mais après, la façon de vivre l'humain, il est très différent. Et en plus, il est très différent dans un monde mondialisé. Voilà. Donc, moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'est-ce qui fait que les conditions que l'autre va m'intéresser. Ou aussi que je peux ne pas m'y intéresser. Mais que de fait, il y a suffisamment de la bonne distance pour que à la fois je sois avec l'autre et à la fois je puisse être sans l'autre. Mais quelque chose qui fait qu'il y a de la résonance qui circule entre nous. C'est-à-dire, je ne vais pas non plus penser qu'on est une série de gens individués qui sont les uns à côté des autres. De fait, on est dans une interdépendance. Et là, il y a un très beau bouquin de Richard Sennett qui s'appelle « De la dignité des hommes dans un monde d'inégalité ». Richard Sennett, c'est un psychosociologue américain, un grand chercheur, et il a écrit un livre qui m'a beaucoup marqué parce qu'il parle exactement de ça. C'est-à-dire comment le projet capitaliste, on va dire, de rationalité, d'efficacité, c'est vraiment la question de la maîtrise des populations les unes à côté des autres. Voilà. Et là, l'individu vit alors à ce moment-là comme une monade, c'est-à-dire comme le fait qu'il est autosuffisant. Et dans le monde néolibéral... Donc l'autre n'existe pas. Et donc l'autre, on peut s'en passer, ou l'autre est potentiellement un ennemi. Mais en tout cas, c'est pas un allié. Et donc je pense que dans les sociétés néolibérales, cette approche du lien social, par le fait d'avoir géré à des collectivités d'individus, des collectifs d'individus, mais des collectivités plutôt, c'est-à-dire des séries d'individus, mais pas des groupes, pas des sociétés, pas des complexités d'identité, pas tout ça. La société néolibérale, elle ne veut pas prendre le temps de ça. Enfin, elle a une autre vision, je crois, de ce que c'est que de gérer des gens. C'est comme des choses, c'est pas des sujets humains. Il faut gérer comme des choses. Donc il faut absolument un rapport très sécuritaire. Et on le vit bien, on le vit de plus en plus, avec le contrôle facial, avec les contrôles de vidéosurveillance, et on voit bien. Et même aujourd'hui, je crois qu'on est en train de chercher à éviter le contact entre jeunes et police, par exemple, pour faire qu'effectivement, ce soit des systèmes techniques qui créent cette individuation et le fait qu'on est seuls tous face à la question de la force technique. Pour moi, ça, c'est la fin de la démocratie. Et donc, c'est une autorégulation de soi-même C'est pas une autorégulation, c'est une contention. Ça veut dire que chacun est enfermé en lui-même pour pouvoir exister dans cette société-là. Et Sennett, il montre bien comment il fait la différence entre la notion d'indépendance et d'autonomie. Et la situation d'indépendance, ça supposerait que chacun est capable d'être monade. Alors que la question de l'autonomie, c'est le besoin de l'autre. C'est qu'en fait, la conscience qu'on a, que le faire humanité, c'est obligatoirement accueillir l'autre. Alors, pas n'importe comment, etc., etc. Il y a du travail. Mais que penser que l'autre n'existe pas n'est pas possible. Et là, on est vraiment sur deux approches du lien social qui ne sont pas les mêmes.
Et moi, je pense que les sociétés néolibérales capitalistes vont vers la question du lien social comme une monade, alors que je pense que la démocratie est en tout cas quelque chose qui est dans le lien avec les sociétés même traditionnelles, fait qu'on ne peut pas se passer de l'autre. Et je pense qu'en démocratie, c'est vrai que l'enjeu, c'est à la fois la liberté du sujet et en même temps l'appartenance à différents groupes d'appartenance. Voilà. Et ça, c'est un défi, parce que dans les sociétés traditionnelles, on appartient à un seul groupe, et puis de fait, on intègre, j'allais dire, les rites initiatiques, la place qu'on nous donne, etc. Dans les sociétés démocratiques telles qu'on les envisage, et telles qu'on les a beaucoup envisagées au XXe siècle, entre autres dans ce que dit Habermas ou Hannah Arendt, etc., c'est l'interdépendance, mais une interdépendance qui se travaille ensemble, qui produit des créations, et qui suppose à la fois de garantir la liberté du sujet, et en même temps sa capacité de donner aux autres dans une interdépendance. Donc, c'est pas le même projet de société. On n'est pas dans le même projet de société. Et c'est vrai que ce qui m'inquiète en ce moment, c'est que je pense que dans la composition du capitalisme d'aujourd'hui, la société néolibérale l'emporte beaucoup. Et est-ce que c'est elle qui pousse à la création de nouveaux empires ? Ah, ça, c'est une question compliquée. Après, non, c'est trop compliqué parce que là, il faudrait passer par la question des États, du devenir des États. C'est compliqué. En 2 mots, c'est un peu compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien qu'il y a des formes politiques qui, en tout cas, remettent en cause la façon dont on a pensé les États du XXe siècle. C'est-à-dire, effectivement, que ce soit l'Empire russe ou l'Empire chinois ou même l'Empire indien. Faut qu'on regarde de près quand même, parce que là, cette fonction de comment ça fonctionne, ces empires-là, c'est-à-dire le rapport entre le politique, le capital et la domination des populations. Et aussi comment ils utilisent, j'allais dire, les fonds nationalistes, patriotiques de chaque... et les églises. Et les églises, parce que le religieux trouve une place importante dans ces empires-là. Donc, je pense qu'en tout cas, c'est un sujet pour les gens qui s'intéressent à la démocratie. C'est d'aller regarder comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Et regardons l'Iran aussi. Quand même, c'est des régimes qui tiennent sur la durée, alors que leur population souffre, voire s'organise à côté. Moi, j'ai travaillé l'année dernière, j'ai eu la chance de participer à un pavillon de soutien à l'Iran organisé par un grand ami que tu connais, Laurent Garot, un grand ami à toi. Je veux dire que c'était très émouvant de voir comment ces jeunes femmes en particulier, mais pas seulement, ces jeunes hommes aussi, organisaient la résistance pour avoir une société justement démocratique dans un univers d'un État terriblement assassin, autoritaire, totalitaire. Mais comment les deux cohabitent et comment, malgré tout, ça bascule pas. Et ça, c'est quand même des questions. Alors moi, je ne sais pas y répondre aujourd'hui. Alors, ça veut dire quand même que le désir, le besoin de l'autre trouve toujours un chemin, quoi. C'est comme un cours d'eau. Ça, je ne sais pas. C'est une vision un peu optimiste. En tout cas, c'est à ça que je peux travailler. Et si, quand même, tu l'es optimiste. Oui, pour ça, oui. Je suis un peu, comme beaucoup de gens, je suis un peu gramscienne, c'est-à-dire la lucidité nécessaire pour la volonté de l'optimisme. Et c'est vrai que ça me fait travailler. C'est quand même cette posture-là que j'essaye de tenir. Mais je ne veux pas être une optimiste béate qui serait ni cynique au sens de la lucidité. Il faut bien qu'on arrive à articuler les deux pour être dans un processus de transformation. Si on veut être dans un processus de transformation, il faut bien être à l'épreuve de la lucidité tout en étant dans la volonté de transformer positivement. Donc, il faut bien aussi avoir... Donc, d'où l'importance d'avoir des moments d'émerveillement presque gratuits sur l'humanité, où on se dit, mais voilà, il y a quelque chose qui donne de l'espoir. Et que c'est vrai que... Alors, moi, c'est vrai que dans ma traversée personnelle, on va dire, j'ai été très, très émue par les messages des Sonderkommando. Les Sonderkommando, c'est des gens qui étaient des Juifs et qui sortaient des chambres à gaz, les gens qui avaient été brûlés. Et donc, on s'appelait ça les Sonderkommando. En fait, ils vivaient pas longtemps parce qu'après, c'était eux-mêmes qui étaient brûlés en chambre à gaz. Et ces gens-là ont déposé dans la terre d'Auschwitz des messages. Et il y a un livre sur les messages des Sonderkommando dans la terre d'Auschwitz. Et c'est vrai que pour moi, ça a toujours été quelque chose de
d'un espèce de message de vie, au sens de dire, mais dans la situation, on ne peut pas faire pire. Enfin, c'est terrifiant. C'est plus que ça. On est au cœur de la déshumanisation. Eh bien, il y a encore des gens qui font de l'humain. Voilà. Et pour moi, c'est un message. Enfin, c'est de me dire, mais toi, ce que tu vis à côté, c'est pas grand-chose. Et eux, ils te donnent un message de vie, de l'humanité. C'est-à-dire, même dans la situation la plus déshumanisante, il y a des gens qui font de l'humain, quoi. Et ça, pour moi, c'est une position. C'est tellement émouvant. Voilà. Et je me dis, bon, s'il y a des gens qui peuvent faire ça, alors construire de la résistance de l'humain, ça doit être possible. Ça doit être possible. Après, il faut trouver les voies de ça, et ça demande quand même une grande lucidité politique, une grande lucidité d'analyse, pour aussi ne pas se tromper d'objet. Voilà, et ça, je pense qu'accompagner des adolescents aujourd'hui, dont ceux des quartiers populaires, demande de faire ce travail-là. C'est-à-dire, c'est très dur pour les éducateurs. Parce que moi, je dis ça, c'est vrai que je suis une militante, je suis une chercheuse, en fait, j'ai un peu passé ma vie à ça, moi, c'est comme ça. Mais je peux comprendre que des gens dont c'est le boulot, qui ont une famille à côté, des enfants, ce que ça demande aujourd'hui pour des professionnels d'engagement, c'est considérable. Et moi, je travaille avec des professionnels merveilleux. Je trouve des professionnels, là, je pense à des gens avec qui je travaille à Corbeil-Essonnes en ce moment, voilà, des éducateurs, des responsables associatifs, voilà, que j'admire, quoi, parce que moi, je ne vis pas dedans tous les jours non plus. Et eux, ils trouvent cette énergie de faire de l'humain, de faire des belles choses, avec des situations où eux-mêmes, ils peuvent vivre la situation de la domination. Ils ont dans leur propre histoire des choses très, très difficiles, et ils arrivent à traverser tout ça pour faire encore des actes d'humanité. Donc moi, qui viens quand même d'un milieu où on ne peut pas dire que j'étais vraiment... J'ai vécu des choses sûrement pas toujours faciles, mais en tout cas, sûrement pas des épreuves de domination comme certaines personnes que je connais dans les quartiers populaires. Et quand je trouve que ces gens-là tiennent cette posture-là, bah, moi, je les admire et j'ai envie de les encourager. Voilà. Ce qu'on entend, c'est que pour toi et dans ce parcours, l'autre a été éprouvé dans le monde, ou plutôt même dans les mondes, et certainement pas dans les tiens. Alors, est-ce que l'autre et le mouvement dans tes mondes à toi, t'as dû sortir de ton monde à toi, mais du coup, est-ce que rencontrer l'autre, ça implique forcément une mobilité ou une circulation ou un... Non, enfin, je sais pas comment dire. Je dirais que j'ai pu rencontrer et être dans une circulation et pas seulement être dans une mobilité, parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même. C'est quoi la différence entre mobilité et circulation ? Oui, la mobilité, par exemple, on peut très bien aller passer des vacances, je sais pas, n'importe où, et rien bouger de ce circuit psychique. On peut tout à fait aller mettre ça, voilà, et retrouver exactement son confort de vie, et pas se mettre à l'épreuve d'une altérité quelconque. Bon, aujourd'hui, c'est très facile, hein. Et puis on peut aussi le souhaiter, parce qu'il y a des moments où on est fatigué, on a envie d'aller à l'autre bout du monde et pas de se faire bouger la tête, c'est très possible, je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps, mais en tout cas c'est pas la même chose que circuler. Pour moi, circuler, c'est mettre au travail un certain nombre de fermetures qui fait qu'on va mettre soi-même en difficulté, et que dans cette difficulté, va bien falloir trouver des chemins pour rencontrer l'autre. Voilà. Et que de fait, on ne va pas pouvoir abandonner l'autre pour autant. Quand un de mes meilleurs amis russes me dit « Mais Joël, vous êtes en train de perdre l'Europe avec les Arabes et les Noirs », c'est un de mes meilleurs amis. Je peux tout à fait dire à ce moment-là « Écoute, ça, je ne peux pas l'entendre et je m'en vais. » Mais c'est fini. Donc comment je fais pour à la fois lui signifier que quand même, non, mais que pour autant, j'entends ce qu'il dit. Et pour autant, je ne vais pas l'accepter non plus. Donc, par exemple, l'affrontement avec Irina, ce n'était pas trop simple. Moi, j'avais quand même peur de la perdre, mais je n'allais pas lâcher. Donc, quand on a envie de se tenir ensemble, malgré tout, on trouve les chemins. Mais c'est pas facile, la question de l'autre. La question de trouver l'autre là où t'es pas toi, et sur des choses qui vont pas du tout être évidentes, et sur des choses aussi importantes que d'ailleurs la nourriture, les horaires, les valeurs, enfin, sur énormément de choses. Donc ça, c'est un travail. Et moi, je pense que ce travail-là, je l'ai d'autant plus fait
en bougeant et en allant voir les autres que j'ai travaillé sur moi-même. Et c'est vrai que moi, mon chemin sur moi-même, c'est la psychanalyse. C'est effectivement le fait d'avoir travaillé sur mes propres défenses, mes propres fermetures, d'essayer aussi de comprendre là où ça marchait pas, de pouvoir se confronter aux souffrances que j'ai pu avoir, mais aussi aux choses qui ne le sont pas. Moi, je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Je ne serais pas psychosociologue si j'avais pas fait ce travail intérieur très, très important. Et la première chose qu'on a travaillé beaucoup avec Jean Dubost, c'est pas le fait d'interpréter l'autre. Le psychosociologue, il travaille d'abord sur ce qu'on appelle le contre-transfert. C'est-à-dire, en fait, là où l'autre vous est insupportable. Et qu'effectivement, pour travailler en intervention psychosociologique, il faut bien aller dénouer où l'autre n'est pas recevable, pour pouvoir continuer à faire le chemin avec l'autre. Mais justement, voilà, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Quand on a envie, tu as dit, hein, quand on a envie de tenir ensemble, on trouve ce terrain de compromis qui est indissociable de ce rapport à l'autre. Mais si on n'a pas envie de tenir avec l'autre et de tenir ensemble, justement, parce que c'est bien un des problèmes aussi de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on n'a pas envie d'être ensemble. Ça dépend. Je pense que ça, c'est peut-être ma vision un peu idéaliste, mais je pense que souvent, quand les gens ils ont plus peur, ils ont envie d'être ensemble. Je pense que réellement, la peur de l'autre et la méconnaissance fait de la fermeture. Mais très souvent, je pense que le mouvement humain, c'est plutôt que quand l'autre... on découvre l'autre et en sécurité, à ce moment-là, au contraire, on a une envie de rencontre de l'autre. Et un besoin, du coup, ce serait un besoin de l'être humain, un besoin de l'homme social. Je ne sais pas si c'est un besoin, mais en tout cas, c'est un mouvement. C'est une tension. Moi, je reste à penser que, en tout cas, chez les adolescents, après, je ne connais pas tout le monde non plus, ni tous les adolescents, mais je pense qu'un adolescent qui va bien, il est curieux. Il a plutôt une envie d'aller vers l'autre. Mais la peur peut vraiment être un mouvement de défense contre l'autre. Donc si on a des médias, si on a effectivement plus l'expérience de l'autre, c'est-à-dire si effectivement on n'a plus de raison d'aller rencontrer l'autre, objective, aller faire ses courses, aller au marché, aller rencontrer l'autre. Si de fait on n'a plus ce mouvement-là, on va avoir peur de l'autre, parce qu'on n'a plus l'expérience positive de l'autre. Et je pense que cette question de la peur de l'autre, d'ailleurs c'était le thème du séminaire qu'on avait fait avec Henri Cohen-Solal à Jérusalem, c'était la peur de l'autre. On a traversé plusieurs séminaires avec les Palestiniens et les Israéliens sur la peur de l'autre. Ça ne règle pas toutes les questions politiques. Mais cependant, tant que la peur de l'autre et le mur, c'est vrai que moi j'ai vécu les premières fois que j'étais à Jérusalem, en Israël, il y a le mur, le mur existait déjà, mais ils m'ont beaucoup parlé des moments où le mur n'existait pas. Et de fait, la peur de l'autre n'était pas la même. La question des checkpoints, la question des murs a vraiment fait créer une peur de l'autre aussi par méconnaissance. Complètement. Aucun Israélien n'a le droit d'aller en Palestine, sauf quand ils sont effectivement des colons en train de dominer les territoires. Mais sinon, ils n'ont pas le droit. Les assurances ne suivraient pas. Donc après, c'est le risque que prend l'autre. Mais voilà. Et quant aux Palestiniens, il y en a plein qui venaient travailler en Israël, mais dans une position quand même aussi de conditions de domination. Bon, mais si on prend la France, il y a plein de gens qui viennent travailler en centre-ville de Paris parce qu'ils sont éboueurs, parce qu'ils sont aides-soignants, etc., mais qui ne connaissent pas Paris pour autant. Et que de fait, Parisiens ne connaissent pas. Donc il y a aussi là une domination qui fait que ces gens-là font la ville de Paris. Alors il a fallu de temps en temps le Covid pour que les éboueurs, les aides-soignants soient visibles. Enfin, les éducateurs ne l'ont jamais été, il faut le dire quand même. Alors qu'ils se sont beaucoup, beaucoup mobilisés. Donc les gens aussi qu'on rend invisibles, c'est une forme extrême pour moi de la domination. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qu'on invisibilise, qui sont en fait ceux qui font les villes, qui font voilà. Et comme par hasard, beaucoup de gens qui vivent dans les quartiers populaires. Et c'est vrai que c'est le jour où on a été enfermé avec le Covid que les gens se sont rendus compte de tous les gens qui circulaient pour pouvoir tenir les métiers de service qui leur servaient bien quand même. Donc ce qu'on entend là, c'est que on a presque, dans une démocratie, on a presque un devoir moral de reconnaissance de l'autre et de mouvement vers l'autre. Je ne sais pas si c'est moral, c'est plutôt... Moi, j'aime pas toujours la morale, mais en tout cas, ce qui est sûr... Je viens de titiller ton passé trotskiste. Non, je suis pas... En plus, les trotskistes ne sont pas forcément moraux. Non, je pense que c'est plutôt quelque chose du désir. C'est plutôt que rencontrer l'autre, ça fait plaisir. Moi, je trouve que rencontrer l'autre très différent de soi, ou même pas différent de soi, mais que de coup, l'amour est complètement un mouvement vers l'autre.
Enfin, je ne sais pas ce que c'est l'amour, si c'est pas, surtout aujourd'hui, je ne dis pas l'amour il y a peut-être de beaucoup d'années, mais aujourd'hui l'amour, le désir, c'est quand même la question de la rencontre de l'autre. Et j'aimerais beaucoup que ça ne disparaisse pas. Et que, je ne sais pas, la technicisation de l'amour par la rencontre... en tout cas, il y a plein de questions qui se posent autour de ça. Mais c'est vrai que moi, je suis née dans les années 70, au féminisme des années 70, et la question qui était posée, c'était quand même la question du désir. Hein. C'était quand même la question de ne pas refaire tout de suite une famille, de ne pas tout de suite être dans le mariage, de tout de suite faire des enfants, mais de laisser le temps du désir. Et le temps du désir, c'est quand même aussi un temps de l'adolescence. C'est aussi le temps des essais-erreurs ou de l'expérience dans la question amoureuse. Je pense que la question amoureuse, elle est première dans la vie des adolescents. Et heureusement. Après, il y a plein de façons, je pense, de vivre des relations amoureuses, avec la complexité aujourd'hui qu'on connaît un petit peu des rapports de genre. Donc, qui on aime, qui on n'aime pas, comment on aime, c'est quoi les hommes, c'est quoi les femmes, est-ce que ça n'existe pas. Tout ça, c'est des questions assez nouvelles. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que la question du désir, j'espère qu'elle ne va pas disparaître. Parce que si on est dans une société trop disciplinaire, trop de surveillance, trop de contrôle, mais ce risque du désir, on ne pourra plus le prendre. Ni pour l'expérience de quoi que ce soit. Donc, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose dans ma lutte, en tout cas contre les sociétés sécuritaires, hein, qui est quelque chose de l'ordre d'empêcher ce mouvement qu'empêcherait le désir. En tout cas, c'est ce qui me tient au monde. Après, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais ce qui est certain, c'est que je pense que plus on fait des murs réels, techniques, la gestion, par exemple, des Jeux Olympiques là, sur Paris, moi, ça me choque, parce que la question des périmètres qui ont été créés, les QR codes, l'utilisation technique et géographique du territoire, et par rapport au contrôle des circulations et au contrôle sécuritaire, hein, moi, je suis très inquiète. Parce que je sais que ça a commencé d'abord par virer les populations les plus marginales de Paris, parce qu'il fallait plus qu'il y ait de pauvres dehors à Paris, et que de fait, on a beaucoup de gens qui sont arrivés d'ailleurs dans les banlieues à Grigny, etc., qui en fait, entre autres les gens de la colline du Crac, etc., donc c'est très inquiétant même pour les banlieues, et que de fait, on n'a pas supporté dans cette ville qu'il y ait des populations marginales qui vivent dans la rue, et on a donné comme argument les Jeux Olympiques. Donc ça, parce qu'on a voulu que toute la ville accueille les Jeux Olympiques. Mais ça veut dire qu'il fallait faire une ville propre. Et faire une ville propre, ça a voulu dire virer tous ces gens-là. Donc, moi, qu'est-ce que c'est une ville démocratique ? Est-ce qu'une ville démocratique, c'est pas de supporter aussi qu'il y ait des gens que, de fait, vivent dans la rue, vivent à la marge, vivent de la ville instituée, et que c'est bien ce rapport entre l'instituant et l'institué, c'est-à-dire des gens qui vivent à la marge et qui vivent dans des choses qui peuvent être à faire vivre. Mais le SAMU social parisien avait complètement travaillé complètement à ça. C'est-à-dire, c'est reconnaître que, de fait, faire une ville, c'est aussi un équilibre entre les gens qui vont habiter de façon très instituée avec des gens qui vont vivre la ville autrement, dont la ville dans la rue. Ben là, ce qu'on est en train de faire, c'est un nettoyage sécuritaire. Et c'est vrai qu'on a fait une conférence l'autre jour avec moi, je suis militante de la Ligue des droits de l'homme, donc je représentais la Ligue des droits de l'homme avec d'autres militants. On a fait une conférence avec le syndicat des avocats et c'était très intéressant, nos analyses conjointes, pour comprendre le modèle sécuritaire qui se développait pour les Jeux Olympiques à Paris. Est-ce que ça voulait dire pour la suite ? Comme modèle sécuritaire, où on voit très bien qu'ils vont éviter en fait l'affrontement de contrôle par des vigiles et tout ça. Et donc il y a quelque chose, moi, qui me fait beaucoup réfléchir, c'est ce qu'on a vécu pendant le Covid, c'est-à-dire la soumission par soi-même à l'obéissance. Parce que quand même, on a été les rois de la soumission à l'obéissance pendant le Covid. On a tous rempli nos attestations, etc. Et ben moi, j'ai l'impression, je pense que dans la question sécuritaire des Jeux Olympiques, on recommence quelque chose de la soumission à l'obéissance par les QR codes, etc. Donc on demande au citoyen lui-même d'autogérer le sécuritaire du choix qui est fait de contrôle du territoire. Et là, ça veut bien dire que les pouvoirs publics sécuritaires, ils ont appris quelque chose de l'expérience du Covid. Là, il y a un chercheur qui a fait un livre que je n'ai pas encore lu, mais qui a très bien parlé de son livre, où il a analysé 16 000 attestations faites pendant le Covid et comment les gens les ont faites. C'est hyper intéressant, à la fois sur les détournements, et cette question de la soumission. Donc, il y a effectivement... Parce que ça marche. Parce que de fait, les gens aujourd'hui, peut-être manquent de... En tout cas, il n'y a pas de collectif suffisant pour remettre en cause la soumission à l'obéissance. La preuve, c'est que chacun court après son QR code ou après sa possibilité de circuler dans la ville comme il fait d'habitude. Mais il n'y a pas eu de collectif pour dire non.
Il n'y a pas eu de collectif pour dire non. Donc, il y a bien quelque chose dans ces sociétés néolibérales où, effectivement, les collectifs pour peser sur des décisions aussi graves que sur les approches sécuritaires, on est très limite. Alors, c'est vrai qu'on a travaillé avec beaucoup la Ligue des droits de l'homme sur le recours du droit, mais on sait bien que le recours du droit tout seul au niveau juridique ne peut pas suffire. Donc, la question des collectifs, j'allais dire, d'opposition pour soutenir les libertés publiques, on l'a vu avec les soulèvements de la Terre. Il y a vraiment des enjeux extrêmement importants. Et donc, les forces collectives qu'on va avoir d'organisation pour tenir, j'allais dire, le droit à l'espace public, dans la rencontre de l'autre, dans le mélange de l'autre, dans le fait que la ville reste un endroit de circulation où on peut s'installer, où peut y avoir des marges, où peut y avoir des choses non contrôlables, je pense que c'est un très gros enjeu des années qui viennent pour la démocratie. Alors, c'est vrai qu'il y a sûrement beaucoup à faire pour les circulations en milieu rural, etc. Mais on ne peut pas penser le rural sans l'urbain. C'est un ensemble. Et ça, cette question sécuritaire, elle est, pour moi, au cœur de la question de la rencontre de l'autre. Dans la rencontre de l'autre et puis au cœur de comment on fait collectif, oui. En fait, parce que des gens qui s'insurgent contre ça, qui ne sont pas d'accord, il y en a, et même pendant le Covid, il y en a eu. Mais comment ça fait collectif ? Mais par contre, et où sont les organisateurs collectifs ? Je te pose la question, comment ça fait collectif ? Moi, pour le moment, je suis comme tout le monde, je suis dans la bassine comme tout le monde, moi je suis militante de la Ligue des droits de l'homme, après je fais ce que je peux aussi. Ce que je pense, c'est qu'il y a quand même des nouvelles formes d'organisation collective, et que les jeunes portent aussi. Alors on est peut-être que moi je me sens un peu décalée des fois par rapport à des formes très activistes. Mais après tout, c'est leur génération. Moi, j'étais peut-être pas dans la même chose. Mais en tout cas, je vois bien qu'il y a des formes nouvelles de tenue de la ville. Par exemple, l'expérience de Nuit debout, ça a quand même été une grande expérience aussi collective pour tenir la ville autrement. Donc, on n'est pas non plus sans réaction quand on voit aussi les manifestations pendant les mouvements de retraite, même les révoltes de 2020. Alors, c'est vrai que, bien sûr que ça fait peur, bien sûr que moi, je suis pas... j'allais dire, je pense que si on rentre dans un cycle de violence, on risque aussi de renforcer la question sécuritaire. Donc, comment on fait du collectif ? Je ne sais pas, pour à la fois assumer la violence, mais en même temps pas rentrer dans une spirale de violence, pour faire de la démocratie. La question, pour moi, elle est ouverte. Et finalement, est-ce que les Gilets jaunes n'étaient pas bien partis là-dedans ? Les Gilets jaunes, c'est la même chose. C'est pour moi des mouvements complètement inventifs. Et inventifs parce qu'il y a quelque chose qui ne renonce pas à la visibilité, au collectif. Et oui, ça fait partie pour moi des espaces démocratiques. Mais le collectif ne renonce pas, mais en face, le mouvement sécuritaire ne renonce pas non plus. Et on voit bien que jusqu'à présent, il est beaucoup plus solide que toute l'inventivité du collectif. Ça, j'en sais rien. Je ne suis pas sûre de ça. Je ne sais pas comment ça va se jouer dans l'histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement aujourd'hui, en France en particulier, une position d'action-réaction. C'est-à-dire que le sécuritaire se renforce au fur et à mesure qu'il y a effectivement des prises de pouvoir collectif dans la rue, et que c'est pas tout à fait comme ça en Allemagne. Alors, c'est vrai qu'à une époque, on a travaillé beaucoup sur l'approche dissuasive par la police de la violence, et il y a peut-être quelque chose d'autre à trouver si jamais la gauche revenait au pouvoir, pour justement travailler à ça. C'est-à-dire, c'est quoi sortir de cette spirale-là ? Parce que dans cette spirale-là, c'est quand même une spirale qui nous amène à l'affrontement violent. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est que ce n'est pas propre à la démocratie libérale telle qu'on la vit en France, puisque en Allemagne, ils prennent un autre chemin, c'est ça ? En Allemagne, je trouve qu'ils ont un autre chemin sur le dissuasif. Alors, il faut travailler davantage, mais en tout cas, quand j'ai travaillé à un moment avec la police sur la question dissuasive d'intervention policière et avec la justice, j'avais travaillé pendant 5 ans sur cette question-là, à l'intérieur de la police, avec les formateurs de police. Et c'était passionnant parce qu'on travaillait avec les Canadiens, on travaillait avec les Allemands, pour effectivement avoir des formes d'intervention policière qui ne soient pas frontales. Mais c'est vrai que l'arrivée de M. Sarkozy, il a pris l'option de la tolérance zéro qui était développée à New York, c'est-à-dire une option interventionniste permanente. Donc à chaque événement, on a la réponse. Donc c'est l'inverse en fait de la dissuasion.
La dissuasion, c'est la question de la stratégie. C'est la question de ne pas répondre tout de suite. C'est la question du différé. Et de ne pas répondre frontalement. Et pas frontalement. Non plus, quoi. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a eu un changement de politique absolument radical. Et je pense qu'on est dans cette dynamique-là de l'affrontement radical. Et si on revient un peu en arrière, comment ça se fait ? Parce qu'on a quand même eu 5 ans d'un gouvernement et d'une présidence de gauche depuis Sarkozy. Comment ça se fait qu'on n'a pas fait machine arrière à ce moment-là ? Je ne saurais pas précisément, mais je pense aussi que les syndicats de police étaient déjà très retournés du côté du Front National. C'est-à-dire que réellement, les ministres et tout ça, ils font aussi ce qu'ils peuvent dans un climat politique. Est-ce qu'ils ont été complètement courageux ? Et c'est la justice qui est en question. C'était Madame Taubira à l'époque. Est-ce qu'il y avait possibilité d'aller plus loin, de travailler autrement le rapport justice-police ? Parce qu'en fait, c'est une question de politique pénale. Donc c'est aussi une question qui revient de la justice et de la politique des procureurs. Donc on est sur des choses plus subtiles, il faudrait du temps pour travailler ça. Moi, je ne connais pas assez l'espace de faisabilité. Ce qui est sûr, c'est que le mouvement ne s'est pas inversé. Ça, c'est sûr que le mouvement, il ne s'est pas inversé. Mais on a la même chose sur la question des frontières. Quand même, la question des frontières aujourd'hui, on est quand même dans un monde où ça devient un peu on a une centralisation, une concentration du capital, mais on est en train d'empêcher la circulation, la mobilité des personnes. Moi, je travaille dans un programme qui s'appelle Jeunesse entre les deux rives. Enfin, j'ai travaillé avec eux pas mal. On fait un séminaire à Marseille. Des jeunes militants associatifs tunisiens, marocains, qui travaillent dans ce programme, qui est un programme porté par l'Agence française de développement, n'ont pas les visas pour venir. Donc, comment on explique à des jeunes militants associatifs au Maroc qu'ils n'ont pas les visas pour venir en France, à Marseille, faire un séminaire ? Donc, on est moi, dans le dernier séminaire que j'ai fait avec le réseau international Jeunes Inégalités sociales et périphérie, ça a été une bataille incroyable pour avoir les visas pour les jeunes Sénégalais. Donc, c'est une vraie bataille aujourd'hui pour obtenir la mobilité des gens. Voilà. Et les frontières sont des choses de plus en plus fermées. Et bien sûr, pas fermées de façon égalitaire. C'est-à-dire, selon qui on est dans la société, dans quel pays on vit, on n'a absolument pas le même rapport à la mobilité. Moi, demain, je prends mon passeport, je vais où je veux. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Oui, tu as plus le droit de fait, parce que tu es française, à l'autre que... J'ai un passeport qui me permet de balader partout. Mais je veux dire, alors peut-être un jour, les pays vont se fermer aussi pour les Français, parce qu'ils vont dire, bon, nous, on ne peut pas circuler, donc ils ne vont pas circuler non plus. C'est ce qui se passe en Algérie. C'est ce qui se passe en Algérie, c'est ce qui se passe, commence à se passer en Afrique noire. Donc, réellement, et là, moi, je pense qu'un monde qui serait fermé, où les frontières sont complètement fermées, c'est vraiment une perte énorme démocratique. Puisque l'autre n'existe plus. Parce que l'expérience de l'autre n'existe plus. Et que, de fait, ça entraîne dans la spirale sécuritaire. Bien sûr, ça renforce en permanence, puisqu'il y aura toujours des gens pour passer. Et donc, des gens pour passer, face à ça, on renforce à chaque fois la spirale sécuritaire. Et en plus des gens qui veulent passer, il suffit que les médias se saisissent d'un fait divers et fassent un truc émotionnel. Ça s'auto-alimente. Les médias jouent un rôle considérable aussi dans ce monde sécuritaire et dans le monde de la peur. Parce que l'audimat est bien plus fort, parce que les gens, quand ils ont peur, ils vont plus regarder la télé que quand ils n'ont pas peur. Donc faire des chaînes pédagogiques, ça rapporte moins en audimat que de faire des chaînes émotionnelles. Donc, il y en a certains qui l'ont bien compris. Absolument, je veux dire, voilà. Et à travers les chaînes émotionnelles du genre CNews, on balade en fait les pires préjugés, mais aussi des idées extrêmement conservatrices. Donc, on est aussi face à une manipulation des opinions qui est très complémentaire de la technicité sécuritaire. Et c'est vrai que ça va avec la vision de l'assignation chacun chez soi. Mais ça, c'est vrai que c'est un monde, je pense que tant que j'aurai l'énergie, je me battrai contre ça. Parce que je crois que faire de l'adolescence, faire de la liberté, de la démocratie, c'est pour circuler, il faut aussi penser qu'on est mobile. Voilà, il faut pouvoir se penser mobile. Il faut pouvoir se penser mobile, même si on ne bouge pas. On peut être tout à fait contemplatif, mais on est mobile dans sa tête parce qu'on sait qu'on peut bouger. Mais quand on est emprisonné, d'ailleurs les gens qui arrivent à faire des œuvres, comme il y en a des fois en prison, mais c'est formidable, c'est extraordinaire. Parce que qu'est-ce que c'est difficile quand on est enfermé, de pouvoir continuer à créer, à bouger, à circuler dans sa tête. C'est extrêmement difficile.
Donc, c'est vrai que moi, je pense que, par exemple, les dernières lois sur l'immigration, c'est vraiment jouer avec les peurs des gens. Et tout démontre que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas un envahissement des migrants, etc. Mais rien à faire. Il y a quelque chose où la peur, l'enfermement, et là, il y a de la réassurance à faire. Comment on réassure, même des jeunes. Moi, je me rappelle de jeunes, je faisais des enquêtes autour de Grenoble, je ne sais plus où ça s'appelait, et des jeunes qui me disent, mais ah non, à Grenoble, c'est très dangereux. On ne peut pas aller à Grenoble. Il ne se passe rien. Enfin, voilà, je veux dire, Grenoble, bon, je veux bien, mais bon, il ne faut pas exagérer. Voilà. Et donc, la peur, elle n'a pas de limite. Et elle a vraiment à voir... Elle est irrationnelle, en fait. Tous les sentiments sont irrationnels. À la fois l'émerveillement, tout ça n'est rien de rationnel. Mais la question, c'est que la peur, c'est une très mauvaise conseillère. C'est quelqu'un qui vous empêche. C'est quelqu'un qui vous retient. Donc, après, quand on traverse la peur, qu'on comprend pourquoi, etc., mais il faut apprendre à traverser la peur. Et traverser la peur, c'est Dune. C'est Jessica dans Dune. Mais c'est vrai. C'est qu'est-ce qui fait qu'on traverse la peur ? Je veux dire, tout le monde a peur à un certain moment. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va trouver plus la curiosité que la peur ? Qu'est-ce qui fait qu'un adolescent, on ne va pas le coincer dans la peur, ni d'ailleurs dans l'héroïsme, ni d'ailleurs dans la force ? C'est qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir faire que des adolescents circulent en tranquillité, que requin va devenir un petit dauphin, que l'autre qui a complètement la peur va se dire « Ah non, mais je peux y aller, je peux le prendre l'avion, là, je vais y aller au Sénégal, ça me plaît. » C'est pas un souci. Et toutes les peurs qu'il va traverser. Donc, moi, je vois les jeunes de Dieppe, quand ils ont été à Mayotte, bien sûr qu'ils avaient peur et qu'ils ont été chercher des rats latons laveurs, là, qui sont des hérissons, et qu'ils ont fait de la cuisine après des hérissons. Bah, au début, les jeunes de Mayotte, des jeunes de Dieppe, ils se disaient, mais c'est quoi cette histoire de hérisson ? Pour finir, ils ont fini par manger du hérisson avec les jeunes de Mayotte. Mais c'est ça aussi. Je veux dire, c'est aussi l'expérience qui fait qu'à un moment donné, on va aller sur un terrain qui n'est pas le sien. Et ça, en tant qu'éducateur, en tout cas, ça, on peut continuer à essayer de le faire. Et on a encore, j'espère, des possibilités de mobilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, heureusement qu'on a les programmes européens. Parce qu'aujourd'hui, faire bouger des jeunes, si on n'avait pas les programmes européens, je ne sais pas comment on fait. Donc, cette question-là de soutenir cet effort de la rencontre de l'autre, ah oui, moi, je pense qu'elle est au cœur de ce qu'on doit faire. Parce qu'au cœur du problème de la démocratie. Oui, parce que je crois que, en tout cas, si on y met ce que j'y mets dans la démocratie, c'est-à-dire un espèce d'idéal démocratique dont ont bien parlé quand même les gens de l'école de Francfort, c'est la conflictualité qui permet d'être ensemble et qui permet aussi d'être dans des processus créatifs. Joël, on l'a bien refait là, le monde. J'espère qu'il commence à le sentir. À la volée comme ça, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de cette heure et demie d'entretien qu'on vient de passer ensemble sur l'altérité, sur l'autre, se penser soi-même, penser l'autre, penser le monde. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose dans la question du désir, en fait. C'est que si effectivement on n'est pas un peu habité par ce désir de ce qu'on ne connaît pas, comme la curiosité d'un enfant. Je veux dire, si on perd la curiosité du bébé de 2-3 ans, en fait, on ne peut pas être curieux. Et je pense que ça s'entretient. Je pense que ça s'entretient. Et ça s'entretient par la prise de risque de la curiosité sans pour autant se casser la figure. C'est quelque part la préservation d'une humanité, quoi, cette curiosité d'enfant de 2 ans. Oui, c'est quelque chose qui fait, à mon avis, la vitalité de l'humanité. C'est cette curiosité. Et je pense qu'à l'adolescence, dans le champ pulsionnel de l'adolescence, Guthon en parle très très bien, Philippe Guthon, quand l'adolescence fait événement, elle reconvoque cette curiosité. Elle reconvoque pour faire événement, pour traverser cet événement et se faire renaître au monde, de pouvoir en fait éprouver cette curiosité et la faire vivre. C'est pour ça que l'adolescence, c'est un temps fort de remobilisation de cette curiosité. Et je pense que la curiosité, c'est effectivement un moteur d'humanité, d'être ensemble et de pousser les murs. C'est-à-dire derrière le mur, il y en a encore un autre. Et il y a encore un autre. C'est-à-dire que c'est sans limite. Mais je pense que par contre, ce qu'il faut, c'est un peu comme une marche en montagne. De ce point de vue-là, il faut garantir la prise de risque. C'est-à-dire, on n'a pas le droit, quand on est accompagnateur d'adolescents, que les jeunes se cassent la figure parce que justement, ils vont prendre peut-être des risques. Je pense à un copain, Gwen, qui est éducateur au foyer du Ken à Dieppe, justement, et qui travaille beaucoup avec Alexis Douala et Gwen Winter. Et des jeunes, en fait, il y a des jeunes, ils se sont noyés.
devant eux, et c'était des grands amis, et ils n'arrivaient pas à faire le deuil. Et en fait, Gwen, il adore l'alpinisme, et ils ont décidé ensemble de gravir le Mont Blanc. Eh ben, il a tout fait, et ils ont gravi le Mont Blanc. Et arrivé en haut, il y a quelque chose qui avait changé. Ils avaient ils avaient fait quelque chose de plus grand que la mort des jeunes qui étaient morts. Et ils ont redescendu le Mont Blanc. Ça, c'est un éducateur. Voilà. Et évidemment, il a tout fait pour que ça se passe bien. Et c'est pas rien. Donc moi, c'est vrai que les éducateurs, moi, je les admire. Souvent parce qu'ils prennent aussi des risques, d'ailleurs physiques, que moi, je ne suis pas tellement capable de prendre. Mais ils sont capables d'emmener des fois les jeunes à l'autre bout du monde. Et de prendre des risques avec eux, mais toujours un risque qui leur permet d'aller, à ce moment-là, au bout de leur curiosité. Et voilà. À la recherche de l'autre. Moi, j'essaye de faire ça avec la pensée, et je pense que faire penser les jeunes dans le risque de la curiosité, je suis plutôt bonne. Je suis moins bonne là quand il s'agit d'aller mobiliser, d'aller monter dans les montagnes. Mais chacun fait la prise de risque qu'il peut. T'attends en bas et puis on fait l'aller-retour, on revient. Après, je les fais parler pour l'analyse et pour leur dire alors c'était bien. Non, j'exagère. C'est un peu ça quand même. Mais il y a effectivement, la prise de risque de faire avec l'autre, elle est fondamentale. Surtout aujourd'hui. Oui. Ouais. Et c'est pareil, accepter par exemple des jeunes qui passent des frontières. Moi je me rappellerai toujours aussi ce moment dans une salle de cinéma à Dunkerque où il y a les 110 jeunes là. Et puis on avait pris le risque de passer un film sur la migration. Très beau film, dessin animé. Et à la fin, il y a 6 jeunes qui prennent la parole et qui disent « c'est mon histoire ». Et ils ne l'avaient jamais dit aux éducateurs. Là, il s'est passé quelque chose. Et donc cette question de la justesse de la prise de risque en éducation, ça, c'est vraiment fondamental. Et c'est vraiment la question de l'autre. Voilà. Quelque chose comme ça. Merci beaucoup, Joëlle Bordet. Comment ça va le monde est une émission de Carnet d'Art Podcast qui vous a été présentée par la compagnie Caravelle. Un programme produit par Antoine Guillot, réalisé par Jérémy Buatier. Vous pouvez nous retrouver sur votre plateforme d'écoute préférée et vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram et Facebook, sur carnetdart.com et sur lacompagniecaravelle.fr. Vous pouvez également nous soutenir en faisant un don défiscalisé sur Hello Asso en suivant le lien en description. Allez-y, cliquez. On vous remerciera. Allez, gros bisous.